Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass sur les data ESG. Alors, comme vous le savez peut-être, alors oui, si vous ne m'entendez pas, sachez que vous pouvez aller sur l'application, prenez avec des écouteurs notamment pour avoir accès à l'audio, parce que malheureusement on ne pourra pas aller plus loin en physique. Donc voilà, donc, comme je le disais, comme vous le savez peut-être, on a un cadre réglementaire français, européen, qui pousse de plus en plus les entreprises à réaliser des exercices de reporting ESG. Et tout ça dans un contexte où on a aussi des acteurs financiers, des entreprises clientes qui posent de plus en plus de questions avec des questionnaires sur nos données extra-financières. Donc pour ne pas être submergé par la quantité des données qu'on doit collecter, qu'on doit donc traiter ou filtrer, il faut absolument arriver à les optimiser. C'est un enjeu crucial, notamment pour pérenniser nos modèles d'affaires. Et alors dans tout ça, comment arriver à optimiser ces data ESG? Comment arriver également, quelle est la place de l'IA dans le traitement de ces données ESG? Toutes ces questions, on va pouvoir y répondre grâce notamment à deux superbes intervenantes avec Céline Chauveau, donc directrice générale adjointe de Ecosys Group, et également Bérangère Papin, CSR Performance Manager de Emramet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être pour débuter, je vous laisse vous introduire et présenter peut-être Ecosys et Emramet. Céline, je te laisse commencer. Ouais, merci Thomas et bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc effectivement, moi je dirige Ecosys Group, donc je suis la partie data, la data qui va servir à plein d'usages dans sa valorisation et dans sa prise de décision. Il s'avère que un des cas d'usage qui revient de plus en plus et qui accélère, enfin qui est prédominant, c'est surtout le reporting ESG qui est beaucoup plus récent. Et j'ai invité pour cela Bérangère, puisque elle est du côté client qui va justement venir solliciter les entreprises sur ces sujets-là et sur ces données-là. Bonjour à tous, donc moi je suis Bérangère Papin, je dirige l'équipe performance ESG d'Eramet. Eramet, c'est un groupe minier français, il en existe encore. Et on produit des métaux principalement pour les industries du bâtiment et pour les métaux de la transition énergétique également. Voilà. Et donc, vous imaginez bien que les données ESG, on en a beaucoup, on est très attendu dessus. Et c'est un sujet qui est vraiment au centre de notre stratégie, de la stratégie de l'entreprise, pour mieux gérer nos impacts, puisque le monde minier a toujours forcément une réputation d'impact important, et c'est le cas. Donc voilà, on travaille dessus et on est très attendu sur le sujet. Et donc, on en demande beaucoup à nos fournisseurs également. Et donc, on a imaginé avec Bérangère cette masterclass pour vous, PME et ETI, qui devaient faire ces reporting, enfin en tout cas qui étaient exposés de plus en plus à ces directives en cascade de ce qui arrive auprès des grands groupes. Alors, on l'a voulu ni à destination des Chief Data Officers, parce qu'un dirigeant d'entreprise est rarement Chief Data Officer, ni directeur RSE, parce qu'il n'a pas forcément cette casquette-là, mais un petit peu au milieu des deux, en fait, un bon sens qui permet de comprendre les data et de les optimiser et de les gérer. Comme c'est fait ailleurs dans l'entreprise d'ailleurs, au service de ces directives et exigences RSE. On a mis 3 objectifs. Le premier, c'est de comprendre l'importance de cette gestion. Pourquoi vraiment, en fait, il y a un intérêt à s'y coller. Comment on s'y prend, quelles sont les étapes clés basiques de démarrer dans son reporting RSE et dans sa gestion des données surtout. Et puis, quelques bonnes pratiques qui sont adaptées à vos besoins et à vos tailles, enfin, à la capacité d'une PME ou d'une ETI, puisque ça va vraiment différencier selon votre taille et aussi vos ressources, vous, en propre. Je passe très rapidement, mais néanmoins important tout de même. Dans le titre, on parlait de reporting extra-financier. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais l'extra-financier, ça va tout ce qui va être qui va avoir attrait à l'ESG et donc tout ce qui va permettre de mesurer les initiatives sur l'environnemental, le social et les aspects de gouvernance. Alors, premier objectif, pourquoi c'est important de gérer ces données? Il va y avoir forcément des exigences réglementaires. C'est celle dont on parle le plus, c'est la CSRD, on va y revenir avec Bérangère, et il y a d'ailleurs d'autres normes que celle-ci. Mais il y a aussi et surtout des demandes des parties prenantes. Je parle là de ce que va vous demander votre client, vos clients, et en plus de manière différente et à différents timings et à différentes profondeurs. Ce que va vous demander aussi votre banque. Et c'est là où ça commence à être complexe, parce que c'est un peu moins rigide et normé. Ça va être la libre interprétation
qu'une grande entreprise va faire des exigences qui lui sont imposées, à ce qu'elle doit retransmettre à sa chaîne de valeur. Et donc, dans ce deuxième périmètre, c'est là où il va y avoir beaucoup de demandes différentes et qu'il va falloir, vous, de votre côté, vous organiser pour éviter d'être accablé par ces multiples demandes. Et puis, il y en a un troisième, mais qui pourrait être le premier, c'est l'interne. C'est qu'on décide souvent de mener une politique RSE avec son équipe de direction, avec ses équipes aussi pour, d'un point de vue commercial, d'un point de vue RH, se différencier et aussi évoluer. Et donc là aussi, on peut se fixer des indicateurs différents. Donc en fait, votre reporting ESG, ça va être un mix de ce qui est imposé, le réglementaire, de ce qu'on vous demande, vos fournisseurs, enfin vos clients, et puis ce que vous décidez de mettre en place. Donc là, déjà, ça commence à faire un... Enfin, c'est exponentiel si on met des indicateurs à chaque niveau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir différents types de données, différentes fréquences, différents formats de restitution. Donc c'est là où ça commence à déjà un petit peu peser. Et il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que si vous êtes une PME, vous n'êtes pas exposé d'un point de vue réglementaire tout de suite, enfin pas directement, donc c'est une fausse bonne nouvelle. Il y a des initiatives qui sont mises en place et si vous avez pu y assister ou si vous n'avez pas pu y assister, regardez la masterclass du portail RSE, parce qu'au niveau gouvernemental, il y a un portail RSE, donc c'est une entreprise d'État, hein, c'est la DGE qui a mis en place un outil gratuit qui permet déjà de rentrer sur le sujet. Et ça, donc ça, c'est déjà quand même des bonnes nouvelles pour commencer. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que ce n'est pas que... Enfin, on peut décider de ne pas subir et aussi d'en faire un différenciant pour son entreprise. Et c'est ça qu'on va aussi explorer avec Bérengère, parce qu'il va falloir faire son reporting, il va falloir s'y attacher, mais on peut aussi trouver, et heureusement, du sens et une prise de recul qui va être assez intéressante. Une autre petite parenthèse ou introduction, juste sur les acronymes, parce qu'on peut les utiliser. La CSRD, il faut se rappeler que c'est une directive européenne. Ça remplace la DPEF, qui était une directive nationale et qui maintenant a évolué vers la CSRD. Donc Bérengère va en parler, c'est d'abord les grands groupes qui sont exposés. Et dans cette CSRD, il y a les ESRS qui sont bien des normes. Et donc c'est là où les normes vont être traduites en indicateurs. Donc je le disais, bonne nouvelle, vous, en tant que PME ou ETI, vous n'êtes pas tout de suite exposé pas dès 2024, pas sur l'exercice 2024 à la CSRD. Mauvaise nouvelle, vous êtes dans la chaîne de valeur de ces grands groupes qui sont exposés et ils vont vous demander à vous de reporter. Et eux, c'est un exercice assez aussi vertigineux pour les grands groupes. Il faut savoir que la DPEF, je ne sais plus le nombre de data points, mais en tout cas la CSRD, c'est 1200. Et je crois ça a au moins été multiplié par 5 ou 10. Donc si eux, on leur demande 5 ou 10 plus d'indicateurs, vous, en conséquence, on vous en demandera plus aussi. Voilà, et c'est annuel et c'est auditable, donc il y a des commissaires aux comptes. Ça n'a pas été fait uniquement pour ce sujet-là, mais c'est stratégique et important pour les entreprises. C'est pas un nice to have. En tout cas, les grands groupes, c'est une réalité et elle vous concerne aussi. Alors Bérengère, est-ce que tu veux peut-être commenter sur ce sujet, savoir vous comment ça se traduit vis-à-vis de vos fournisseurs et PME, ETI qui travaillent avec vous? Oui, tout à fait. Alors, nous, par exemple, côté Eramet, on a environ sur les 1200 data points, 980 data points à reporter au titre de la CSRD. On fait notre premier exercice cette année. En revanche, je voulais juste insister sur le fait qu'on parle de data points, mais en fait, c'est pas que de la donnée quantitative. Heureusement, il y a quand même une grande partie qui est de la donnée narrative, donc en fait des explications à donner. Il y en a environ 40%, 30 à 40% selon le type d'activité qui va être quantitatif, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais voilà. Donc on parle de data point, mais il ne faut pas non plus prendre peur. Après, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'en fait, on parle de la CSRD, et la CSRD, c'est déjà un exercice qui va demander... ça demande un changement de culture, enfin un changement d'approche. C'est une approche où on veut plus on veut plus de responsables mais pas coupables en fait. Et donc tout le monde doit être responsable et tout le monde doit être transparent. C'est une obligation de transparence pour les grands groupes comme pour les entreprises à qui ça va s'appliquer petit à petit.
Après ça, en fait, dans le sillage de la CSRD, on a la CS 3D, donc le devoir de vigilance en fait qui va commencer à s'appliquer en 2026 et 2027. Enfin voilà, graduellement également. Et ce devoir de vigilance va imposer non seulement un devoir de transparence, mais un devoir de mettre en place des moyens pour réduire les risques qu'on va observer dans sa chaîne de valeur. Donc en fait, il y a vraiment une approche chaîne de valeur dans les deux textes. Et ça change un peu. On n'est plus un groupe où les donneurs d'ordre ne peuvent plus s'en tenir à leur périmètre exclusif. Ils doivent vraiment regarder toute leur chaîne de valeur. Et c'est pour ça que ça va impliquer et impacter plus les petites et moyennes entreprises. Parce que, en fait, tout le monde, enfin, ça doit embarquer tout le monde. Et on doit vraiment avoir un raisonnement chaîne de valeur avec une approche sur les risques, sur quels sont les risques dans ma chaîne de valeur et du coup, comment je réponds de façon graduée à ces risques. Et donc, vous, si on est une PME ETI qui travaille pour vous, soit on répond à un questionnaire. Oui, alors pour nos fournisseurs, par exemple, on leur demande de répondre soit enfin, on a fait une cartographie des risques, en fait. Et donc, les fournisseurs à risque doivent répondre à un questionnaire EcoVadis. Donc, on leur demande de répondre sur la plateforme EcoVadis. C'est justement une plateforme qui permet de faire une analyse un peu normée de tous les risques ESG. Et ça, cette cartographie de risque, elle prend en compte en gros le spend qu'on a chez le fournisseur, la géographie, le type d'activité, globalement c'est ça. Donc c'est vraiment une approche sur on cible les fournisseurs les plus risqués. On ne va pas le demander à tout le monde parce que c'est beaucoup de travail pour faire un questionnaire EcoVadis et c'est beaucoup de travail pour nous derrière en faire quelque chose de cette donnée de toute façon. Donc on n'a pas le temps de faire ça à tout le monde. Après, si c'est des petits, des tout petits fournisseurs qui n'ont pas les moyens ou les ressources pour faire ça, on leur envoie un questionnaire interne qui demande aussi un certain nombre de données ESG. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe là s'il n'y a pas de volonté du fournisseur de se soumettre à ça, puisque parfois il n'y a pas de ressources, tout ça. Nous, on est amené petit à petit à arrêter de travailler avec ces entreprises-là, parce qu'on ne peut pas assurer en fait notre devoir, notre devoir de transparence et demain notre devoir de vigilance vis-à-vis de ces entreprises-là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas maîtriser les risques, et donc on sera amené à arrêter de travailler avec ces gens. Donc en termes de pérennité, pour l'entreprise, c'est un des premiers objectifs, c'est quand même de pouvoir continuer à exercer. Donc effectivement, le message, c'est si la CSRD, elle n'est pas là pour vous tout de suite, elle l'est indirectement. Et donc, conformez-vous. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que l'EFRAG qui a fait la CSRD a aussi mis en place la CSRD volontaire, c'est-à-dire à l'échelle d'une PME, combien d'indicateurs raisonnablement sont appropriés. Et alors je l'ai fait aussi, j'aurais dû le dire, mais je dirige une entreprise qui est aussi une PME, donc on doit aussi faire l'exercice. Et le premier module, c'est 12 indicateurs. Donc là, tout de suite, on est moins au bord de la syncope que quand on regarde les 1200 data points qui ne nous concernent pas tous. Alors c'est le premier module, après il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont être en plus sectoriels, en fonction de là où vous êtes et les risques auxquels vous exposez. Vous pouvez être plus ou moins exposé à d'autres indicateurs. Mais déjà 12, c'est beaucoup plus accessible. Et je le disais et je le redis ici, il y a un portail RSE, allez-y, parce que parfois c'est vrai que c'est difficile de trouver la dernière publication qui s'applique à quoi, etc. Donc ça, c'est un travail qui est fait au niveau de l'État. Donc regardez, c'est gratuit, on en reparlera, il y a d'autres outils, mais au moins ça, c'est une première approche. Alors l'étape numéro 1, je le disais, quand nous, on s'est attaqué à 12 indicateurs, il a fallu qu'on les comprenne. Ça, c'est les 12 indicateurs de la CSRD volontaire. À côté, on a des clients, Eramet en fait partie, on a Engie qui nous a demandé de faire EcoVadis, etc. Eh ben, ce qu'on a fait, alors je suis désolée si je vais vous décevoir, mais notre entreprise très data-driven, on s'est fait un tableau. Et on s'est fait un tableau vraiment où on est parti de,
OK, les indicateurs, on les met, on les liste, ceux qui viennent de la CSRD, ceux qui sont sollicités dans les questionnaires de nos fournisseurs, ceux qui sont sollicités par notre équipe RSE à nous, où on s'est dit, on aimerait bien suivre ça, etc. Et puis, raisonnablement, on s'est dit, quelle est la méthode de calcul demandée par la directive, quelles sont les données nécessaires et quelles sont les sources de données. Déjà, on a pris du recul et puis on s'est dit, après, étape 1, on a fait ce tableau et cet audit de tout ce qui serait bien à faire. Et puis dans le nice to have, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment demandé par nos parties prenantes aujourd'hui, et il faut qu'on soit meilleur à le faire et en tout cas qu'on perde moins de temps à gérer des données, parce qu'en fait, d'un mois à l'autre, on se dit mais comment on a calculé le nombre d'heures de formation interne, externe, et on recommence le calcul. Et donc on s'est dit que c'était plus possible. Donc on a une entreprise de data, donc on s'est un petit peu attaqué à notre sujet. La disponibilité de la donnée. Si vous êtes par exemple dans un espace de coworking, c'est notre cas, c'est beaucoup plus difficile de savoir et de maîtriser la chaîne des déchets et de répondre à cette question-là. En fonction de ça, et c'est un peu mon message aussi, c'est la CSRD, c'est aussi une philosophie il faut y aller, mais il faut y aller avec ses moyens et progressivement, notamment quand on est une PME. Donc faites ce qui vous semble important pour votre business, et indirectement pour vos clients, pour vos équipes, pour la politique RSE que vous avez décidé de mener en tant qu'entreprise et votre changement, et commencez par là. Donc nous, on en a retenu pas 12, on en a ajouté quelques-uns, mais on doit en avoir une vingtaine, et c'est tout à fait beaucoup plus facile à mesurer. Oui, je pense qu'il y a vraiment un message dans la CSRD, c'est qu'on ne demande pas de reporter, surtout on demande de reporter sur la base des sujets qui sont là où vous avez le plus d'impact, donc des sujets un peu à risque chez vous. Donc c'est pas un truc où on doit cocher toutes les cases absolument, c'est vraiment, il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui est vraiment important dans mon impact, dans mes risques, et c'est là-dessus que je vais mettre l'effort de reporting et pas ailleurs en fait. Donc ça permet aussi de se questionner et de se poser les bonnes questions sur en fait, où sont mes risques et quelque part qu'est-ce que je peux mettre dans ma stratégie aussi à moyen terme pour les gérer, quoi. Et ça permet aussi, parce que il y a quand même différents référentiels et différents types de données. Il se peut qu'entre, alors je m'étais promis de ne pas dire de nom, mais entre un EcoVadis et un de vos clients, on vous demande un indicateur avec une méthode de calcul qui n'est pas la même. Donc ça, aucun outil, il faut se coller à définir et à bien avoir son référentiel à soi pour être sûr. D'ailleurs, ça peut être une personne différente d'une année à l'autre chez vous qui fait le reporting. Et si on veut comparer notre progression d'une année à une autre, si en plus la méthode de calcul, on n'a pas vraiment rédigée, c'est compliqué. Donc faites cet effort-là de documenter. Et puis de commencer à analyser. Alors c'est l'effet bottom-up. L'autre conseil que je vous donne, mais sur lequel ça dépend de vos expertises, mais sur le climat, c'est assez facile de se lancer sur le bilan carbone, par exemple, parce que c'est beaucoup plus normé. Sur d'autres sujets, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner. Alors, sans faire de la pub, mais la BPI, quand même, propose des accompagnements aussi qui permettent, quand on est une ETI ou une PME sans ressources, de se lancer sur le sujet. Voilà, faites cet exercice d'audit quelque part. Et là, c'est du bon sens. Ça ne demande pas d'être data scientist, mais c'est vraiment du bon sens déjà de qu'est-ce qu'on me demande et à quel endroit. Et puis l'autre exercice qui est quand même plus encourageant et qui mène à passer à l'action, c'est de faire sa politique RSE, de s'entraîner à sa matrice de matérialité. Alors si c'est un nouveau terme pour vous, vous pourrez aussi aller voir sur le portail RSE parce qu'ils expliquent ce que c'est ce travail d'enjeu, d'impact, de risque. Donc vous pouvez aussi vous lancer par le haut en disant où est-ce que moi je veux aller avant de penser à ce qu'on me demande réglementairement. Bon, alors juste, je disais, nous, on a retenu une vingtaine d'indicateurs. Rien qu'en 20 indicateurs, on a 7-8 fournisseurs externes à qui on doit demander des informations. Notre comptable, notre banquier, notre bailleur, nos fournisseurs d'énergie ou de locaux, les assurances, etc. Donc déjà, c'est pour ça que je vous disais, ne partez pas trop vite sur le nombre d'indicateurs, parce qu'après, il faut tenir la course de fond. C'est pas un sprint et il faut y aller pour toujours avoir la bonne donnée au bon moment et être sûr qu'on arrive à aller chercher tout ça. Et ça, c'est rien que pour nous, encore une fois, pour 20 indicateurs d'une PME de taille classique, qui n'est pas dans des sujets très, très risqués. Alors, en résumé, bon,
il y a quand même beaucoup de référentiels. Il y a un effort au niveau de l'État de simplifier dans une logique de dites-le nous une fois et on pourra arroser toutes les personnes qui nécessitent, qui ont besoin d'avoir vos informations. On n'y est pas encore, donc le chemin est encore un petit peu difficile. Il y a beaucoup de points de données. Et le dernier risque, c'est que si on ne gère pas ces données, si on ne fait pas un effort de bonne gestion, en fait, on aura passé tout notre temps à faire du reporting et on n'aura pas fait d'action. Donc c'est un peu ce qui est décevant, encore plus quand on est dans une PME, on n'a pas un ETP à dédier à du reporting. Et si on a envie de faire quelque chose, on a envie de passer à l'action plutôt que de répondre à des exigences. Donc je vous encourage à faire une bonne gestion, même basique, dans un tableau, avant de penser à des outils, etc. Juste faire un audit assez précis. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que quand même d'être conforme, d'être compliant, de la conformité, c'est important. Gérer vos risques et puis aussi transparence auprès de vos investisseurs et de vos banquiers. De toute façon, si vous devez emprunter ou si vous devez aller sur des étapes d'après, on vous redemandera des questionnaires. Donc, quelque part, anticiper, c'est aussi se préparer à l'avenir. Alors, Bérengère, si on prend un peu plus de hauteur, aussi peut-être sur qu'est-ce que ça permet pour toi qui vois des dirigeants, qu'est-ce que ça leur a permis de faire, de se confronter à vos demandes? Je pense que vraiment cette approche, en prenant en compte toute la chaîne de valeur, elle est aussi bénéfique parce que quand on cherche à faire une offre de valeur à des clients potentiels, il faut prendre en compte ce qui les préoccupe aussi. Donc évidemment, il y a tout ce qui est sur la partie, tout ce que vous pouvez offrir dans votre regard de métier, mais il y a également tout l'impact. Par exemple, on regarde beaucoup, nous, le scope 3 de CO2. Donc là-dessus, le scope 3, c'est tout ce qui est en fait justement chez nos fournisseurs, si on résume un peu. Donc il y a beaucoup de choses. Nous, on est très attendus là-dessus. On nous demande, nos investisseurs, nos parties prenantes vont vraiment nous questionner là-dessus et on en voit toutes les semaines, hein, vraiment, c'est quelque chose de très attendu. Donc ça conditionne beaucoup de choses pour les grandes entreprises. Et en fait, on doit garantir des baisses et une réduction de l'empreinte de notre scope 3, ce qui veut dire en fait qu'il faut que nos fournisseurs, par exemple, prennent des engagements eux-mêmes. Donc ça, typiquement, l'avoir en tête et se dire que finalement, ça peut devenir un facteur de choix aussi pour nous, pour les grandes entreprises. C'est aussi, ça permet de, quelque part, trouver des facteurs de différenciation sur des aspects plus liés à la durabilité. Et ça va certainement monter en puissance dans les prochaines années avec la maturité qui va augmenter sur l'exercice CSRD notamment. Alors, je vais faire une petite ouverture. Quand on a fait le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, on n'est que là, quelque part. On est au traitement manuel des données. Le chemin, il est long, mais donc c'est mon métier, donc j'en fais aussi un peu la promotion. Nous, notre objectif, c'est que la donnée, ça soit un actif de l'entreprise pour piloter, pour opérer plus vite et mieux, s'adapter. L'étape, elle est là, le traitement manuel des données. Une fois que vous êtes un peu rodé, le traitement automatisé, c'est quand même aussi un peu un second souffle qui nous permet un peu de nous concentrer sur autre chose. Et puis, ce qui est important, et ce qui est vraiment plus fun aussi, c'est de passer à l'action et c'est de pouvoir commencer à interpréter et analyser ces données. Il y a des choses basiques, en fait. Suivre sa consommation d'énergie, il y en a qui ne le faisaient pas avant les reporting et qui ont vu d'année en année, alors au-delà du coût de l'énergie, mais même en termes de consommation, des gaps. Et ça permet d'aller s'intéresser à des problèmes. En fait, ça permet aussi de gagner en performance et faire des gains pour l'entreprise. Donc, les gains sont multiples et le meilleur des gains et le meilleur des bénéfices, c'est quand même la décision et l'action pour s'adapter rapidement. Donc, le chemin est long, il y a de la valeur à toutes les étapes. La première, c'est d'être compliant et d'être transparent vis-à-vis de vos donneurs d'ordre et puis de la réglementation. Mais il y a du bénéfice à vraiment engager ce chemin. Et qui est vrai d'ailleurs, alors peut-être que parmi vous, il y a des PME, des ETI qui sont déjà très en avance sur la data, sur leur ligne de production, qui ont déjà des gros volumes de données et qui n'ont pas attendu, heureusement, des exigences pour utiliser la data pour piloter leurs opérations.
faites du conseil croisé dans vos directions même, ou dans vos équipes, parce que parfois il y a des gens qui manipulent bien la donnée, qui peuvent vous aider à automatiser certains flux de données qui font perdre du temps à votre responsable RH ou responsable financière. C'est pas mal de bon sens à ce niveau-là. Alors, quelques bonnes pratiques. Je me suis refusée à faire une slide sur les briques technologiques. Il y en a, tant mieux, il y en a qui vous aident à identifier en fonction de votre numéro sirène, en fonction de votre secteur, votre taille, etc. Déjà, les indicateurs qui seraient intéressants de reporter. Il y en a des briques technologiques, mais néanmoins, elles ne font pas tout, elles ne feront jamais tout, parce que derrière, il faut se poser la question des process et des personnes, de l'organisation, des people qui vont aller chercher cette information au bon endroit. Donc, faites d'abord l'exercice de prendre de la hauteur avant de choisir la brique technologique, parce que ça peut être très séduisant, mais il faut d'abord vraiment le confronter à son besoin avant de se lancer dans ces briques technologiques. Il y en a qui sont... il y a le portail RSE, mais il y a plein de briques technologiques aussi sur le marché du software qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vraiment vous aider à mettre en qualité, à reporter, à un peu accélérer certaines étapes. Mais ça ne sera pas l'alpha et l'oméga. En résumé, si vous êtes une entreprise de moins... Alors, je ne vais pas prendre les exceptions, mais en tout cas, si vous êtes moins de 50, faites déjà votre référentiel à partir de la CSRD volontaire. Alors, si vous cherchez l'acronyme, c'est VSME, parce que c'est un acronyme anglais, mais c'est la CSRD volontaire. Regardez, je vous dis, il y a un premier module avec 12 indicateurs. C'est plutôt accessible. Si vous êtes plus de 50, je vous encourage à tester le portail RSE avec la BDE SE. Alors, vous devez connaître la banque de données économique, sociale et environnementale. C'est déjà pas mal d'indicateurs. C'est pareil, le portail RSE vous permet de le faire de manière guidée. Et ce qui est plutôt facile aussi, c'est de pouvoir télécharger derrière. Il propose de télécharger les fichiers Excel. Parce que souvent, quand même, on a besoin un petit peu de faire notre cuisine interne et de démarrer dans un outil, mais de finir un peu avec nos propres sujets. Et puis pour tous, faites-vous un rétro-planning. Je disais, ce n'est pas un sprint. Regardez, alors les dates, c'est 2029 pour les PME non cotées. Il y a la CS3D qui va arriver plus vite pour les entreprises un peu plus grosses. Faites-vous un rétro-planning pour pouvoir raisonnablement, d'année en année, en fait, reporter d'abord 12 indicateurs, et puis 25, et puis 1200 si, en plus de passer de 50, vous passez à une ETI ou une multinationale. Mais en tout cas, ça va faire que croître. Ça, je ne peux pas vous changer cette nouvelle-là. Les exigences vont être multiples. Donc, rationalisez et puis lancez-vous dans ce travail, même à une petite échelle au démarrage. Est-ce que tu as d'autres conseils, Bérangère, sur ce sujet ? Ouais, peut-être juste partager un retour d'expérience. Nous, sur une de nos filiales, donc qui est un peu comparable, je pense, à une grosse PME, on a mis en place en fait la gouvernance de la donnée et un système un peu de consolidation et de processus pour le reporting. Mais on n'a pas fait ça avec des outils, des outils Rocket Science. On a fait ça avec des Excel et des SharePoint. Et pour commencer, en fait, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin, c'est pas parce qu'on parle de data qu'il faut forcément sortir des compétences de data science ou autre du chapeau. On peut faire des choses simples et efficaces. Et c'est notamment encore plus vrai, je pense, dans des entreprises où il y a peut-être moins de données à récolter. Mais il faut penser simple en fait au départ, et il n'y a pas de complexité a priori. Et pensez surtout que la donnée, c'est vraiment, la vraie valeur, c'est vraiment la décision. C'est l'analyse et la décision pour optimiser ses propres opérations. Donc ça doit pas être quelque chose de complètement subi juste pour de la réglementation et du reporting. Normalement, ça doit aussi vous apporter en prise de décision. Et après, je peux, en fait, juste pour rappeler, encore une fois, j'insiste lourdement, mais sur l'approche chaîne de valeur, c'est que ça ouvre aussi des opportunités de dialogue
plus grande avec des éventuels clients, des grosses entreprises qui en fait vont être amenés à vraiment beaucoup plus animer un peu cet échange et par exemple ces efforts de décarbonation, mais ça peut être sur plein d'autres sujets au sein de leur chaîne de valeur. Donc ça ouvre aussi des interfaces qui peuvent être intéressantes pour mieux comprendre les pains de vos clients éventuels. Donc ça aussi c'est, je pense, une opportunité dont il ne faut pas se priver. Écoute, ça rejoint les bénéfices de la data. Si on prend de la hauteur au-delà de la RSE, en tout cas pour la RSE, ça va vous aider à maîtriser les risques, mais pas que. De manière générale, les 4 bénéfices de la data, c'est pas moi qui le dis, c'est Mike Levy qui a écrit un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo ». Si ça vous intéresse, c'est très accessible et ça permet de voir à tous les niveaux de l'entreprise où est-ce que les data peuvent aider à répondre à des besoins métiers. Mais les 4 bénéfices, effectivement la maîtrise des risques, mais aussi l'excellence opérationnelle, l'innovation et l'intimité client. Forcément, la maîtrise des données marketing, la maîtrise des données de production, tout ça, nous, c'est notre conviction, c'est que la data, vous pouvez en faire un asset pour piloter votre entreprise et piloter vos opérations, vos exigences, etc. Alors, je n'ai pas répondu, Thomas, à la question de l'IA. Alors, malheureusement, en tout cas, sur les sujets, les premiers indicateurs, l'IA ne va pas répondre à votre place. Mais néanmoins, on explore, on l'a fait avec le secteur bancaire qui voulait se positionner sur la biodiversité. Beaucoup plus compliqué la biodiversité que le bilan carbone, parce que c'est quand même un peu plus compliqué de suivre, même complexe, plus que compliqué, en fonction d'une entreprise, là où elle est, sur quel territoire, l'impact qu'elle va avoir. Et là, il peut y avoir besoin à terme, ce n'est pas du tout des exigences actuelles, mais il pourrait y avoir besoin d'avoir des jeux de données, de l'IA et puis aussi de l'open data, des choses un peu plus lourdes que la PME, elle, ne pourra pas savoir, mais pour en prendre en compte son écosystème. Mais ça, c'est pour des choses qui arriveront et on l'espère parce que ça nous permettra quand même d'aller vers un monde meilleur. Néanmoins, en attendant, l'IA, vous n'en avez pas besoin à ce premier niveau. Si ce n'est peut-être pour vous aider à mieux visualiser les données, etc., mais des usages classiques de l'IA. En tout cas, l'IA pour la RSE, il n'y a pas encore, à ma connaissance, il n'y a pas encore quelque chose qui fait consensus pour une PME ou une ETI. Alors quand même, nous, on a utilisé l'IA parce que je vous le disais, on est une entreprise de data. On a fait une image de ce que, ultimement, on pense pourrait être intéressant. Une fois qu'on aura tous bien interfacé des données multisources entre plusieurs entreprises, l'État, les parties prenantes, on peut imaginer, alors c'est l'IA qui l'a créé, on peut imaginer des centres de pilotage et d'innovation qui nous permettent de piloter en temps réel les risques et les opportunités, les risques environnementaux notamment que peut avoir une activité ou plusieurs activités cumulées. Donc c'était un petit clin d'œil à l'IA et à demain. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Bérangère, sur ce sujet? Non, je pense que c'est... On a tout dit sur... Mais on est preneur de questions si vous... Il nous reste un peu de temps. Super. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, pour vos visions et vos expertises. Je propose qu'on passe, pour le temps qui nous reste, à une session de questions-réponses. Vous aussi, en digital, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et donc, du coup, si l'un d'entre vous veut débuter, est-ce que c'est vrai que ces questions et ces enjeux de données sont quand même assez cruciaux et sont assez complexes. Donc là, c'est le moment. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Bonjour, merci pour la présentation. Pour une toute petite structure, TPE, qui a pour vision d'aller en 2029, d'être transformée en PME, donc qui identifie déjà un peu sa vision en termes de personnes, vous parliez des moins de 50 personnes. Est-ce que c'est pertinent de commencer à se pencher dessus ? Ou est-ce qu'il faut attendre un certain degré de nombre de salariés ou de nombre de fournisseurs pour commencer à travailler sur ces risques et à travailler sur ces indicateurs et à les avoir? Ouais, en fait, ça dépend si déjà, est-ce que vos clients vous demandent des choses? Parce que si c'est pas le cas, il y a peut-être encore un peu le temps. Après, je pense qu'il y a toujours un bénéfice de peut-être faire l'exercice en interne pour vous, pour votre propre feuille de route en fait.
intégrer les aspects de durabilité dans votre feuille de route, quelle que soit votre activité. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Enfin, ça va dans le sens de l'histoire. Après, peut-être qu'il s'il n'y a pas de besoin de reporting et si vos clients ne vous attendent pas là-dessus, j'ai envie de dire, vous avez quand même encore un peu de temps pour vous préparer. Mais juste par expérience, alors c'est encore plus vrai pour un grand groupe, c'est pas un truc qu'on fait si on s'y est pas préparé, disons un peu en amont et sur plusieurs années. C'est pas un truc qu'on arrive à sortir vraiment facilement. Donc après, évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise, etc. Mais voilà, ça prend quand même un certain temps le jour où on doit vraiment le faire. Et donc voilà, je vous encourage à quand même anticiper un petit peu, mais. Ouais, vos banquiers vont vous le demander assez rapidement. J'espère qu'il n'y a pas de banquiers dans la salle, mais ils vont le demander assez rapidement, donc ça vaut le coup. Et franchement, pour l'avoir fait, nous, on a regardé aussi des choses sur la mixité, sur l'équilibre des salaires, des choses qu'on pensait en fait. Et en fait, ça nous a aidé à faire des choses sur lesquelles on avait des convictions, mais sur lesquelles on ne mesurait pas. Et pourtant, on est une entreprise de data. Donc, je vous le conseille quand même. Mais encore une fois, ce que je disais, rationalisez, faites des choses qui ont du sens pour vous si on ne vous demande pas des choses obligatoirement. Pouvoir afficher qu'on a quand même une politique RSE, c'est important d'un point de vue RH. Notamment aussi commercialement, il se peut qu'assez vite on vous demande mais qu'est-ce que vous faites en matière d'RH, de RSE, et c'est toujours intéressant de ne pas être à sec et de dire bah oui on y a pensé et on s'est organisé pour. Alors je me permets en plus, le banquier en moi me permet d'intervenir aussi parce que c'est vrai que le secteur financier, tu l'as très bien justement dit, on commence à s'y intéresser énormément, de plus en plus, même pour les entreprises de plus en plus petites, parce qu'on comprend de mieux en mieux qu'une performance financière, c'est une résultante d'une performance extra-financière. Vous pouvez être le meilleur industriel au monde, si vous n'avez pas de matière première, pas la biodiversité qu'il y a derrière, si vous n'avez pas des salariés, l'eau, l'énergie, c'est sûr que derrière vous aurez un bilan comptable de zéro. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les datas par rapport au cadre réglementaire, mais il ne faut pas oublier aussi que derrière ces données, cette performance extra-financière, ça permet de solidifier, de pérenniser les modèles d'entreprise. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça a répondu. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour à tous. Merci beaucoup, mesdames. Moi, je suis une petite boîte, mais on travaille quasiment exclusivement avec des grands groupes comme vous, Bérengère. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec un de vos concurrents, Imerys, pour pas le nommer. Et vous m'entendez ? Il faudrait parler un tout petit peu plus fort. On n'entend pas bien du tout, je suis désolée. D'accord, ok. Voilà, je recommence ou pas ? Oui, vous pouvez recommencer, ouais. D'accord, ok. Moi, je suis une petite boîte, mais malgré ma petite taille, on travaille beaucoup avec des grands groupes, internationaux, notamment avec un de vos concurrents, Eramet, Bérengère. Ma question, elle est d'ordre un peu général. On a bien parlé de l'aspect réglementaire de cette CSRD et compagnie, mais vous l'avez dit, la raison première de ces réglementations, c'est de faire en sorte que les choses changent de façon matérielle, quoi. Je voudrais savoir, vous, Eramet, Bérengère, dans votre grille alors, moi, je remplis aussi des trucs EcoVadis, là, voilà. Donc, voilà. Mais jusqu'à maintenant, moi, à titre personnel, je n'ai pas vraiment vu de changement concret de mode d'évaluation, de mode de sélection des fournisseurs. Est-ce que vous, chez Eramet, c'est peut-être une question un peu difficile, hein, je m'en excuse, mais est-ce que c'est déjà suivi de fait, de choses très concrètes ? Justement, merci pour la question. Justement, on regarde maintenant de plus en plus, et je pense que ça a vraiment pris, je dirais, cette année ou l'an dernier, donc c'est assez récent quand même, et c'est vrai qu'on se met en ordre de marche pour la CSRD, donc je pense qu'en fait, on va vraiment monter en puissance dans les 2 prochaines années. Mais clairement, c'est un sujet, on demande
à tous nos fournisseurs les politiques, enfin leur politique RSE ou leur politique éthique. On leur demande aussi de s'engager sur notre charte éthique, etc. Donc ça fait partie, alors ça peut paraître un peu anodin, mais ça fait partie des points qu'en fait, on va vraiment regarder de très près. Et je vous dis, cette année, on commence déjà à se dire, voilà, sur notre liste de fournisseurs à risque, tous ceux qui n'ont pas répondu, soit à EcoVadis, soit au questionnaire interne, en fait, on va voir, alors on va peut-être faire quelques audits chez eux, mais en fait, si ça ne vaut pas la peine parce qu'on n'a pas, enfin, on peut les remplacer, en fait, on va juste arrêter de travailler avec eux. Donc, c'est assez récent. Donc, je ne suis pas forcément surprise que vous n'ayez pas vu beaucoup de changements et j'espère que c'est pas, de toute façon, voilà, vous n'êtes pas dans cette situation. Mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et il faut aussi avoir en tête que même pour les entreprises, pour les grosses entreprises, ça demande aussi de changer le mode de travail et les ressources associées. Parce qu'en fait, aller faire des audits chez les fournisseurs, on en a beaucoup. Ça demande des ressources qu'on n'a pas forcément aujourd'hui mises sur ces sujets. Donc ça nous demande aussi de nous gréer en interne et ça ne se fait pas non plus immédiatement, quoi. Et alors, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, ce qu'on attend beaucoup, notamment dans le cadre réglementaire, dans les changements de pratiques, dans les choix de fournisseurs, c'est notamment l'arrivée de CS3D. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, où on va avoir une transposition bientôt en loi française, normalement pour 2027-2028. Et étant donné que là, les clients, les entreprises clientes vont être exposés à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires si leur fournisseur ne respecte pas l'environnement, si leur fournisseur ne respecte pas le social. Là, à mon avis, ils vont être beaucoup plus vigilants sur la cartographie des risques de leurs fournisseurs et dans le changement. Et dans tous les cas, dans la loi, il y a marqué noir sur blanc que si donc, du coup, lors de cet exercice annuel de cartographie de ces fournisseurs, ils se rendent compte qu'il y a un risque majeur et que rien n'est fait par le fournisseur pour réduire son impact néfaste sur l'environnement ou sur le social, c'est marqué dans la loi, ils sont obligés de rompre le contrat. Donc on espère qu'avec cette réglementation, et là, on attend la transposition encore en loi française, mais on espère que ça va pouvoir déclencher beaucoup de changements. Voilà. Alors je crois qu'on a encore 3 minutes si certains d'entre vous, du coup, ont une dernière question. Sinon, du coup, je vais vous poser peut-être une question pour vous deux. Alors, la thématique de cette année, c'est le progrès. Je suis obligé de faire un petit parallèle à ça. Est-ce que pour vous, le progrès environnemental, le progrès social, il n'est que possible grâce aussi, donc, du coup, aux données, à une collecte de données efficace ? Je pense que quand on connaît quand on commence à mesurer un problème, on commence à le résoudre aussi. Donc déjà mesurer son impact, mieux le caractériser, ça va permettre à terme de s'améliorer. Donc moi j'en suis convaincue. Mais moi aussi évidemment. Et c'était un clin d'œil, mais les centres de planification dont je mettais une image tout à l'heure, c'est vraiment fait pour ça. Grâce à la data, on pense qu'on va pouvoir opérer des choses. Ça ne fera pas tout. Ça ne remplace pas l'intelligence humaine, mais ça va quand même permettre, sur des problématiques qui sont complexes, qui sont multi-acteurs, multi-pays, d'essayer de voir ou trouver le plus court chemin pour réduire un problème. Donc oui, pour moi, dans le progrès, il y a la data, évidemment. On a une dernière question. On a 2 minutes. Quel est votre conseil pour pouvoir justement nettoyer la data et avoir à la base, avant de commencer à faire nos KPI, des données propres, déjà de commencer des bonnes bases? Alors, je vais répondre comme il nous reste 1 minute et que j'aime bien ne pas gâcher. On a fait, il n'y a pas longtemps, un webinaire, je pourrais vous le donner, pour BPI France, justement dédié à la data. Parce que derrière la data, il y a beaucoup d'étapes entre l'acquisition, la mise en qualité, le stockage et la visualisation. Enfin, et ça, je pourrais vous le donner parce que effectivement, il faut quand même avoir quelques petits réflexes de donner, une fois le tableau Excel fait, derrière pour pouvoir stocker et puis bien utiliser ces données. Donc, avec plaisir pour en parler. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens déçus, qu'on n'ait pas parlé trop de data, mais encore une fois, il y a plein de ressources et je pourrais vous en donner avec plaisir. Voilà.
Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Bérangère pour votre présence, pour votre expertise et votre vision sur ce sujet. N'hésitez pas donc à les retrouver à la fin de la masterclass pour pouvoir échanger directement avec elles. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée sur Big. Merci à tous. Merci Thomas.